Bonjour à tous. Alors, dans cette conf, on va voir comment développer une application front-end en isolant ses composants. Donc, quelle problématique ça résout d'isoler ces composants? Pourquoi, en fait, il y a un problème quand on ne les isole pas? Comment faire pour développer une application plus robuste? Et comment Storybook peut nous y aider? Donc, première question, est-ce qu'il y a des développeurs front dans la salle? Ok, quelques-uns. Ouais, ou full stack. Voilà, full stack. Ok. Ça marche. Bon. Est-ce qu'il y a des développeurs React? Ok, cool. Il y en a certains. Bon. Ça va nous permettre de voir des choses. Et pour ceux qui ne sont pas développeurs front, bah, c'est pas grave, vous allez voir comment un développeur front il peut utiliser Storybook, comment il va développer une application, comment il va consommer les API que vous pourrez développer, quoi. Alors moi, je suis Adrien. Je suis développeur full stack chez Marmelade. Vous avez écrit sur mon t-shirt. Voilà. Je suis membre de la core team React Admin, dont vous avez certainement entendu parler depuis hier. Ou peut-être vous avez déjà entendu parler de React Admin avant. François Zainotto a fait une super conf sur API Platform Admin et sur React Admin, du coup. J'adore PHP et je suis musicien à mes heures perdues. Voilà, alors de quoi on va parler? Donc on va déjà définir ce qu'est un composant pour qu'on parte tous du même niveau d'information, parce que la conf s'appelle « Isoler ses composants avec Storybook ». Donc qu'est-ce qu'un composant déjà? Il faudrait le savoir. On va développer encore une autre application de to-do list. Voilà, je suis désolé, mais on va faire ça. Donc elle s'appelle Yatta. Si on concatène tout, ça fait Yatta. C'est quand même pas mal comme nom. On va voir comment isoler ces composants du coup. Je vais faire une petite démo, donc je vais faire un peu de live coding. J'espère que tout va bien se passer. Je vais parler d'API Platform Admin, et puis on aura une petite conclusion. Alors, qu'est-ce qu'un composant? Donc, première question à se poser. Et là, attention, ça va être tout rouge, vous allez voir du JavaScript. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Alors, ici, on a un composant. En fait, un composant, c'est une unité de code JavaScript qui va représenter une partie de l'interface utilisateur, donc de l'UI. Un composant se veut réutilisable et modulaire, c'est ça le principe. Et quand on va développer un composant, ça va nous permettre de modifier le code à un seul endroit et de voir toutes ces modifications donc être propagées partout où le composant est utilisé dans l'appli. Ici, on a un composant compte à rebours. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si on voit. Donc, ce composant-là, on voit qu'il exporte. Enfin, c'est une fonction, voilà, qui est exportée, qui s'appelle countdown, qui prend en paramètre ce qu'on appelle un target date, qui va spécifier au composant, bah voilà, calcule les jours restants, les heures restantes, les minutes restantes, les secondes, pour arriver à cette date. Donc ici, j'utilise ce qu'on appelle en React un hook, donc c'est une fonction qui va me permettre de calculer les jours restants, les heures restantes, etc. Et je renvoie du JSX, ici, qui va simplement afficher donc, les jours, les heures, les minutes, etc., avec un peu de style. Donc qu'est-ce que ça donne, ce composant-là? Dans la slide suivante, paf, voilà. Si je l'appelle, ce composant countdown, avec une target date, donc là au 10 octobre 2024, bah, il va me calculer les jours restants, les heures restantes, les minutes, etc. Voilà, un truc assez simple. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir le réutiliser partout, dans n'importe quel endroit de mon appli. Donc ici, je reste sur la même page, c'est la même page de mon appli, mais vous voyez que je peux l'utiliser avec des différents paramètres. Donc là, un autre target date, un autre target date, un autre target date, etc. Et donc, si je le modifie, ce composant, si je modifie son code source, eh ben, tous les composants seront modifiés aussi, si je modifie le style, etc. Voilà, donc c'est la définition qu'on peut faire d'un composant. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir développer donc encore une application de to-do list. Alors, pour faire ça, on va se mettre dans la peau d'un développeur front, et on va imaginer qu'on soit chargé justement de développer une application de to-do. Donc on voit tous à peu près ce que ça donne. Donc on a des tâches à faire, to-do, on les passe en doing et on les passe en done. Voilà. Donc pour quand même qu'on soit clair, on va définir les fonctionnalités qui sont assez basiques. Donc les fonctionnalités d'une to-do list, c'est ajouter une tâche, voir la liste des tâches à réaliser, marquer une tâche comme réalisée, et puis pourquoi pas supprimer la tâche. Voilà, de ces fonctionnalités, on va pouvoir définir les composants qu'on va devoir développer. On va pouvoir les éclater. Donc, imaginons, ici, on va avoir besoin d'un composant forme.
un form qui lui-même a un title input, qui va me permettre de renseigner le titre de la tâche, un datetime input, je l'ai appelé due datetime input, je crois, ouais, qui va me permettre de renseigner la date d'échéance de la tâche, un priority select input qui va me permettre de renseigner la priorité de la tâche, et un submit bouton qui va me permettre de valider la tâche, de l'ajouter. Donc ce composant form, il est composé de 4 composants. Voilà. Je vais avoir un composant item, où dedans on va retrouver une checkbox pour valider la tâche, ou l'invalider si jamais on veut revenir dessus. Du texte qui va permettre d'afficher la date d'échéance. Encore du texte pour afficher le titre de la tâche, un délai de bouton pour supprimer la tâche, et un priority badge qui va changer de couleur selon en fait, la priorité de la tâche. Voilà. Et enfin, je vais avoir ce dernier composant, list, qui va être simplement un wrapper et qui va itérer sur les tâches qui ont été créées et qui va afficher le composant item, autant d'items qu'il y a de tâches. Alors, comment on va faire ça? Donc, la première approche, en fait, c'est ce que j'appelle l'approche incrémentale. C'est-à-dire, on va créer, nos composants, il faut bien les mettre quelque part, donc on va créer une vue app, en fait, qui va être la vue finale de notre application. Et c'est là-dedans qu'on va mettre nos composants. Ça va être finalement l'application finale, en fait. Et on a tous commencé par là, voilà, on fait une appli, et dedans, on met tous nos composants. Et puis, je vais développer mes composants quand j'en ai besoin. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement moquer l'application pour avoir des données de test, où on va le brancher à une API. On va brancher cette appli à une API pour avoir des données de test. Ensuite, on va créer notre premier composant, c'est-à-dire le formulaire. C'est ce qui va nous permettre de créer nos tâches, donc on en a besoin là, maintenant. On va créer ce composant. Et ensuite, je vais créer mon composant wrapper list, qui va du coup, quand je vais ajouter une tâche, lui il va dire « Ah, il y a une nouvelle tâche, ok, donc je vais pouvoir itérer sur ces tâches. » Et ce composant list, en fait, il va afficher à chaque fois un item de liste. Voilà, alors c'est un peu petit. Et je vais peut-être ajouter des tests, pourquoi pas. Et on va parler, pour la documentation, pour documenter nos composants, en fait, parce que si un autre développeur en a besoin, ce serait bien d'avoir une petite doc. Bon, là, peut-être qu'un fichier Markdown à la racine du projet, ça suffirait, où on dit voilà, comment utiliser ce composant, à quoi ça ressemble, quels paramètres il prend, etc. Voilà. Donc, juste pour une petite démo, donc ici, j'ai ma to-do list en cours de développement. Okay, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont faites, on va imaginer ça. Et si je veux voir à quoi ressemble le composant item, je suis en train de développer le composant item. Si je veux voir à quoi il ressemble, je suis obligé d'ajouter une tâche. Donc, par exemple, ce sera répondre aux questions de la conf. Alors, il y a un X à question, c'est pas très grave. Voilà, et je vais dire que je ne vais pas répondre tout de suite, je vais répondre en 2025. Parce que, voilà. Donc, je réponds en 2025. C'est pour les besoins du test. Donc, j'ajoute. Hop, ça marche, super. C'était le but. Et donc je vois mon item de tâche ici, avec la date d'échéance, le titre, etc. Maintenant, si je veux voir, imaginons que je veuille développer le style de la tâche une fois qu'elle est validée. Donc je vais devoir m'amuser avec l'application pour valider la tâche. Ok, bon là j'ai déjà fait le style. Mais imaginons qu'on soit en train de développer le style, voilà, à chaque fois je dois jouer avec l'appli. Maintenant, si je veux voir le priority badge changer, la couleur, je vais devoir ajouter une tâche aussi, changer le priority badge et ajouter une nouvelle tâche. Et là, je vois que mon priority badge, la couleur en tout cas, a changé. Si je veux voir en fait la liste des tâches sans rien, je vais devoir supprimer toutes les tâches. Okay. Voilà. Donc maintenant, on va imaginer qu'on veut implémenter le composant countdown, donc le composant compte à rebours dans ma liste des tâches, seulement si la date d'échéance est en dessous de 99 jours. Donc, dans 99 jours, la tâche devrait s'arrêter et moi, je vais afficher le composant, un compte à rebours, quoi. Donc ici, je vais devoir, admettons que je l'ai déjà implémenté dans ma liste des tâches, enfin dans mon item, pardon. Donc je vais devoir choisir une date qui correspond à cette condition. Donc ici, par exemple, le 21 novembre 2024. Paf. Donc j'ajoute ma tâche, et ici je vois bien mon petit compte à rebours.
Ok, donc il reste 61 jours avant de répondre aux questions. Ça va, ça me laisse un peu le temps de réfléchir. Maintenant, on va imaginer d'aller un peu plus loin et de dire, bah voilà, dans mon countdown, j'aimerais bien afficher un message d'erreur si la date est expirée. Donc là, c'est pareil, il va falloir que dans ma tâche, quand j'ajoute une tâche, en fait, je vais devoir m'amuser à donc faire une nouvelle tâche. Zut, je ne suis pas sur le bon écran. Hop. Donc faire une nouvelle tâche, donc faire le ménage cette fois, c'est bien aussi. Je vais dire bah voilà, que c'est le 22 novembre demain. Je me dis je vais faire ça. Le 22 septembre, pardon. Donc je vais faire ça. Bon, c'est quand même priority low. Hein. Voilà, et donc j'ai mon compte à rebours, il me reste un jour. Voilà. Mais maintenant, si je veux voir le style de ma tâche comme ça, il va falloir que j'ajoute une date dans le passé. Une tâche avec une date dans le passé. Donc je fais ça, hop, et voilà. Ici, je vois bien ma tâche expirée. Donc ici, on est sur une appli assez simpliste, hein. On est sur une appli de tâches, mais on va imaginer qu'on soit dans une grosse appli, un e-commerce par exemple, où on doit développer des composants dans toutes les vues. Donc admettons un e-commerce. Ici, je veux développer le composant history, qui apparaît dans le détail d'un utilisateur. Voilà, on a un e-commerce, on a des clients. Je veux développer ce composant-là. C'est le nombre en fait de commandes que ce client a passé. Voilà. Dans une application classique, dans un e-commerce, ici, je vais devoir aller dans la liste des customers déjà. Je vais devoir trouver le customer qui a commandé des choses. Et si je le trouve, voilà, là je vois mon composant et je peux le développer. Mais si je ne le trouve pas, si je dois chercher partout en fait, dans l'appli, je peux tomber sur des clients qui n'ont pas commandé de trucs, même dans mes données de mock, et du coup je vais me retrouver avec pas le composant. Le composant ne sera pas là. Donc à chaque fois, il faut que je me balade dans toute l'appli pour trouver ce composant, ce qui peut être assez lourd à la fin. Donc moi j'ai déjà expérimenté cette méthode de travail, et voilà, ça peut être un peu long. Donc voilà, en finalité, pour développer un composant, on va devoir à chaque fois naviguer, tester des choses, jouer avec l'appli, et on va avoir cette appli autour qui va contenir tous nos composants. Et plus le nombre de composants augmente, plus il faudra naviguer dans l'appli pour les trouver. Le problème, c'est que voilà, les composants sont dépendants de l'application, donc ça va devenir un sacré bazar, un sacré sac de nœuds, juste pour trouver le composant dont on a besoin. Donc là, les inconvénients de la méthode incrémentale, comme je l'appelle, hein, c'est que les composants ils vont être dépendants de l'application. Si une modification est nécessaire, il faudra modifier le composant, le développer, modifier ses propres, pourquoi pas, et lancer toute l'appli, tester directement dans cette dernière. Les tests peuvent être plus difficiles à écrire du coup parce qu'on va potentiellement moquer toute l'appli et pas seulement un composant. On va avoir des données de test pour toute l'appli. Donc des grosses données quoi, potentiellement. On va avoir une documentation qui va être aussi incomplète. Hein. On a parlé du Markdown tout à l'heure à la racine du projet pour définir nos composants. Voilà, il faut la mettre à jour, il ne faut pas oublier ah tiens j'ai ajouté ce composant, j'ai fait une modification dans cette prop. Il ne faut pas oublier de mettre à jour le composant, enfin la documentation. Et on sait que ça arrive souvent d'oublier ce genre de truc. Il y aura aussi de la difficulté à partager ces composants. Voilà, si moi je veux utiliser le composant history, je veux voir à quoi il ressemble. Donc le composant qu'on a vu tout à l'heure dans l'application e-commerce, si je veux voir à quoi il ressemble et me dire voilà je vais le mettre à tel endroit, il va falloir que j'aille dans l'appli, que je cherche où est-ce qu'il est et comment l'utiliser. On pourrait avoir aussi des incohérences en termes de design, etc. Voilà, donc le climax c'est comment on va isoler ces composants. Et je vais boire de l'eau. Alors comment isoler ces composants ? Alors l'idée c'est de développer ces composants indépendamment des autres, sans avoir de vue principale. C'est ça le truc en fait, c'est qu'on n'a pas de vue principale. Tous nos composants ici, vous voyez, sont wrappés dans un rectangle orange, et c'est ça qui va en fait qui va isoler notre composant. On va avoir un mock pour chaque composant, ou un ou des mocks, hein, et on va avoir une documentation pour chaque composant. On va avoir les variantes de notre composant, et on va pouvoir écrire des tests indépendamment. Donc par exemple ici, c'est mon bouton ajout. Tout à l'heure, on n'a pas vu la petite variante. Quand on ajoute une tâche, moi j'attends la réponse du serveur. Et tant que le serveur n'a pas répondu,
En fait, je mets un petit spinner ici. Mais on ne le voit pas, c'est trop rapide. Donc comment est-ce que je peux voir ça, à moins de, du coup, ralentir l'application, ralentir l'API? Bon voilà, j'ai pas trop de moyens, à moins aussi de mettre cette petite variante dans l'application directement. Et de me dire, bah, voilà, j'ai cette petite variante qui est là, mais je vais devoir l'enlever quand je vais passer en prod, etc. Voilà, et donc pour tous les composants, on va faire ça, on va moquer, on va wrapper, on va faire la doc, des tests. Donc pareil ici pour le petit composant Priority Badge, où on voit vraiment les variantes. Voilà, bon, ça c'est la liste. Les items, pardon. Et la liste. Enfin. Donc voilà, l'isolation des composants, ça vient en opposition à la technique précédente. Nos composants, ils auront une vie en dehors de l'appli. On va les isoler pour les rendre indépendants. Alors ça peut paraître antinomique, mais en fait je vais vous faire une démo, vous allez comprendre comment on isole des composants. Mais d'abord, il faut que je vous introduise à Storybook. Donc Storybook, c'est un outil qui va nous fournir un environnement de développement idéal pour développer nos composants de manière isolée. Alors comme vous le voyez, Storybook est activement maintenu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu quand même. Donc c'est utilisé par 240 000 personnes environ. Il y a 2000 contributeurs, il y a plus de 500 déploiements. Enfin, c'est un gros outil en fait. Je ne l'ai pas sorti, c'est pas un outil comme ça que j'ai sorti. Voilà. C'est vraiment quelque chose de connu et d'utilisé. Et pour preuve, voilà, c'est utilisé par des gros projets. Donc on a Microsoft qui édite Fluent UI React, qui doit être une lib d'UI. On a Chakra UI, on a aussi, alors on voit pas trop, mais on a Airbnb en bas, on a Shopify. Donc toutes ces compagnies-là utilisent Storybook pour leurs projets. Et je crois que si vous allez sur cette page-là de Storybook, tous les storybooks de ces applications sont disponibles. Alors, peut-être pas tous, peut-être pas celui d'Airbnb par exemple, mais celui de Fluent UI, de Chakra UI, ils sont dispo. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Alors les avantages de la technique en isolation, donc il y en a plusieurs. On va en fait, alors je vais revenir là, je vais fermer un tout petit peu ça. Tac. On va pouvoir tester les variantes d'un composant facilement. Donc tout à l'heure je ne vous ai pas montré, mais j'ai une variante qui montre comment mon composant réagit si la tâche n'est pas renseignée, si le titre est vide et que je valide. Ici je vais pouvoir aller sur la variante required, et le message erreur c'est qu'on ne peut pas rien faire en fait. On est obligé de faire un truc. C'est une liste de tâches. Donc je ne peux pas rentrer une tâche sans rien faire. Ça c'est pour les variantes, je vous en montrerai d'autres tout à l'heure dans la démo. Alors il faut que je ferme un peu tout ça, c'est un peu embêtant, c'est des iframes. Bon. On va avoir de l'interactivité dans l'application, directement, enfin hors de l'application, pardon. Justement c'est ça, on va avoir de l'interactivité hors de l'appli. Ici vraiment ma liste des tâches, elle est en dehors de l'application classique qu'on a vu tout à l'heure, elle n'est pas wrappée dans une appli, elle est juste moquée avec des données de test que j'ai fait là. Voilà, donc je peux valider une tâche, je peux en supprimer une, je peux supprimer celle qui est en surbrillance, c'est Storybook qui a fait ça, enfin c'est moi qui l'ai fait dans Storybook. Voilà. Je vais pouvoir moquer aussi mes composants de manière indépendante. Donc tout à l'heure on a vu la liste, en fait elle était moquée, enfin elle est moquée avec un outil qui s'appelle MSW qui va qui va simuler des requêtes HTTP, enfin des requêtes XHR en fait, vers un faux serveur que j'ai mis en place aussi. Et voilà, et donc tous mes mocks, finalement, c'est juste des fichiers JSON que j'ai donné à manger à MSW, et lui, il va me les servir, en fait, pour chaque composant. Enfin, là où j'en ai besoin, quoi. Et un point aussi qui est assez sympa, c'est qu'on va avoir une documentation organisée. Donc ici, là, la documentation, c'est moi qui l'ai écrite. Pour le title input, j'ai ma doc, et je vais avoir une doc, en fait, pour tous les composants. Donc on verra aussi lors de la démo. Mais elle peut se mettre à jour toute seule, parce qu'il y a de la documentation autogénérée, mais il y a aussi la documentation que vous pouvez écrire ici, si vous avez besoin de plus de détails. Voilà. Et je peux même, alors, ce qui est sympa, c'est que je peux copier le code ici, je peux montrer le code de cette story. Voilà, bon là c'est juste un title input. Hop, on revient là. On va avoir aussi une bibliothèque de composants. En fait, voilà, Storybook va nous mettre à dispo une bibliothèque de composants où je vais aller pouvoir piocher selon ce que j'ai besoin. Donc ici, vous l'organisez comme vous voulez. Moi, j'ai mis, dans Design System, j'ai mis les atomes. Donc les atomes, c'est les tout petits composants. Par exemple, le title input, qu'on a vu tout à l'heure, le priority badge,
Et vous avez applications, ce que j'ai nommé applications, qui sont finalement des composants qui vont être composés des composants qui sont dans Atom. Voilà, on va avoir des tests intégrés qu'on va pouvoir directement écrire dans Storybook pour chaque composant. Donc c'est ce qu'ils appellent des tests d'interaction. Donc ici, ce que je dis, c'est que je trouve l'input, title, je le remplis avec Learn React. Voilà, je valide mon formulaire, j'ajoute ma tâche et je vérifie. Voilà, c'est ça, je vérifie que la tâche a bien été ajoutée. Et ça, c'est directement dans Storybook. Il n'y a pas besoin de configurer de geste ou quoi. Vous pouvez faire ça directement. Et en plus, ces tests-là, ces interactions, elles sont lancées quand vous arrivez sur Storybook. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir lancer ces tests, utiliser ces tests pour une CI. Donc ici, c'est la CI GitHub, où tous mes tests, heureusement, passent. Donc je suis content. Hop. Voilà, donc là, c'est l'heure de la démo. Alors, il faut juste que je reprenne mes notes parce que mon outil s'est désynchronisé. Donc, on n'est plus du tout là. Voilà, pardon, hop, je passe vite. La démo. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer dans la démo? Donc là, on va sortir du slideshow. Et je vais vous montrer, du coup, Storybook pour la to-do list. Donc, ça ressemble à ça. Alors, c'est un peu petit, peut-être. Je peux zoomer. Ouais. OK. Donc je vais vous montrer le priority badge justement, donc qui est dans Atom. Et si vous vous souvenez, pour voir les différentes variations de mon badge, je devais ajouter une tâche avec différentes priorités. Ici, c'est pas la peine. Je vois directement mes variations que j'ai développées, qui sont moquées. En fait, c'est juste une petite prop hein, que le badge prend, que le composant il prend. Vous voyez ici, il nous dit voilà, ton composant, il prend une propriété medium, enfin une propriété priority, que je peux mettre à medium ou que je peux mettre à low. Donc si je fais ça, voilà, ça change direct. Ça, c'est la documentation autogénérée de Storybook. Et si je veux voir mes différentes... Alors ça s'appelle des stories. Hop, voilà. Je peux zoomer directement et je vois en fait les différentes variations, les variantes. Voilà. Je peux vous montrer le subit bouton justement dont on n'a pas vu la variation pending tout à l'heure. Voilà, donc là je vois, c'est encore une fois une propriété, isPending. Je peux la mettre à false ou à true. Et là j'ai vraiment le temps de développer mon spinner en fait. Donc je vais un peu dézoomer. Voilà. Alors le title input, bon on l'a vu tout à l'heure, mais s'il est vide, je vais voir directement la variation quand il est vide. Voilà. Alors les toasts, donc c'est les notifications, je les ai directement là aussi. Quand une liste est ajoutée, je vais faire la notification succès. Alors ça s'affiche un peu en gros là comme ça, mais voilà. Et si ma to-do list est en erreur, enfin mon ajout de liste est en erreur, voilà, j'ai mon toast d'erreur. Je n'ai pas besoin d'ajouter une tâche à chaque fois, de simuler une erreur, etc. Je le vois directement là-dedans. Alors je vais vous montrer le code d'une story, du coup, rapidement. Donc là, il va falloir que je glisse Visual Studio ici. Tac, c'est certainement beaucoup trop petit. Et je vais vous montrer juste le code de la story. Alors la story list. Et je vais zoomer. Alors, oula. Une story, ça ressemble à ça. Alors je vais mettre ça, voilà. Ça ressemble à ça. Donc ici, on va définir des méta. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Hein, c'est tout dans la doc de Storybook. Alors j'ai un super thème. Hein, vous voyez, c'est le thème néon. Voilà, il est super flashy. Et je vais pouvoir... donc déjà, on va avoir une story. Donc ici, j'ai ma story de liste. Voilà, je dis juste c'est le composant liste, en fait. Je ne fais rien de plus. Je dis voilà, ma story, c'est ça. Et je vais l'exporter. Ici, j'ai dit export const, la story par défaut, c'est défaut. Je vais pouvoir lui ajouter donc les tests d'interaction, comme je disais tout à l'heure, c'est les play functions. Voilà, et ici, je fais mon test, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir décorer cette story avec les décorateurs. Et ça va me permettre d'ajouter des mocks ici. Donc ici, c'est le choix que j'ai fait. J'ai dit, je vais moquer toutes mes stories dans les décorateurs. Et donc, on retrouve notre MSW wrapper qui va wrapper MSW, qui va me simuler un serveur et tout. Et je vais avoir mes datas qui sont là.
et qui, voilà, comme je disais, c'est un simple JSON. Ok, bon, avec un petit peu de génération de date pour que ce soit un peu cohérent, mais voilà, c'est juste du JSON. Donc comme ça, je peux modifier vraiment ce que j'ai envie. Je peux modifier mes données. J'ai même pas besoin d'attendre que l'API elle soit dispo, que les méthodes d'API soient dispo. Je peux tout faire comme ça en fait. Voilà, donc on va faire un tout petit test. Maintenant, si je veux, dans mon storybook, ajouter, parce que hop, il me manque un truc en fait dans Storybook, c'est mon countdown là, mon countdown, j'ai que la variante défaut. Maintenant, si je veux voir la variante en fait où la date est expirée, hop, je vais aller dans Countdown Story. Voilà, et ici, bah, j'ai tout préparé, j'ai fait, il faudrait ajouter une variation pour voir la date expirée, quoi, pour que le countdown affiche un message. Donc je vais juste décommenter ça. Vous voyez, c'est assez simple. J'exporte une story, hop, et je lui passe juste un argument différent. Je lui dis, ben, le target date, maintenant, c'est new date. Donc c'est la date d'aujourd'hui. Donc normalement, c'est dépassé. Ça va être dépassé là, si je regarde. Est-ce que c'est dépassé? Yes. Donc voilà. Alors c'est petit. Je zoome dans Storybook direct. Ça se trouve. Voilà. Je vois que c'est dépassé. OK. Alors, je ne crois pas que j'ai le temps, mais je peux vous montrer la story. Ah oui, oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer, en fait, la vraie application de To-Do List qui est connectée à une API, donc API Platform. Donc, tiens, je vais vous montrer en fait ce que j'ai mis en place ici. Donc, dans API Platform, finalement, j'ai juste une entité qui s'appelle To-Do, To-Do PHP. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu, enfin vous le savez, API Platform, il va me générer directement la documentation. Et moi, je me base sur cette doc en fait, pour attaquer l'API. Et donc, maintenant que j'ai développé mon appli avec Storybook, et que j'avais pas d'API en fait, à la base, bah, j'ai pu mettre une API avec les mêmes... En fait, j'ai rien changé à mon appli. J'ai juste dit, bah, t'attaques plus MSW Wrapper, t'attaques vraiment l'API. Et donc maintenant, si je regarde, donc, normalement... Il faut que j'enlève mon plein écran. Que j'aille ici. Non, c'est pas ça du tout. Que j'aille là. To do. Tac. Là, je devrais avoir mon API qui répond. Ou pas. Parce que voilà, c'est Error Network, je le savais. Je le savais. Parce que en fait, je dois valider mon certificat. Voilà. Tac. Bon, ça vous connaissez. J'ai validé mon certificat, c'est toujours pas ça. C'est là. Voilà, est-ce que tu vas me répondre? Voilà, donc l'API a répondu. Voilà, j'ai plus d'erreur de network, j'ai juste pas de to-do. Donc tout va bien. Je peux ajouter des to-do maintenant. Voilà, donc répondre aux questions. Et cette fois, on va dire que c'est dans 11 minutes. Question. Bon, tac, l'effet démo, toujours. Donc, on va dire que c'est dans, je sais pas, ouais, c'est aujourd'hui, là, le 20 septembre. Et, hop. Bon, voilà, on va dire que c'est un truc comme ça. Hop, et j'ajoute. Alors, la priorité, elle va être haute cette fois. Hop, j'ajoute. Et voilà, c'est connecté à mon API direct. Donc, si, je peux même aller voir un truc assez fou. Mais on le verra après, qui est API Platform Admin, du coup, et qui va être, du coup, qui va avoir les mêmes données que ma to-do, que mon appli. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation de la conf. Hop. Donc, la démo. Ah non, je voulais vous montrer le storybook de React Admin, en fait. Juste pour que vous voyez un gros storybook. Alors, il faut juste que j'arrive à retrouver ceci. Voilà, et ça, c'est le storybook de React Admin. Donc, voilà, faisant partie de la core team React Admin, on a beaucoup travaillé sur ce storybook. Alors, c'est petit, je zoome. Voilà, je vire les actions. Hop. Et ici, je vais voir tous les composants qui sont dans React Admin, qui composent React Admin. Donc, je vais voir, alors ici, je vois juste Era Core, je vais aller plutôt dans Era Material UI. Voilà. Donc je vais voir tous les boutons. Par exemple, un bouton, voilà, à quoi ça ressemble, avec des icônes. Peut-être que c'est petit, je vais zoomer. Avec les propriétés du thème, etc. Les délais de boutons.
Voilà à quoi ça ressemble, etc. Donc vous voyez, on a plein de composants. Un update bouton. Donc ici, l'update bouton, il faut que je dézoome. Il va s'afficher quand je vais appuyer ici. Ah non, c'est le delete ça. Update bouton, pardon, c'était le reset view en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je vais voir tous mes composants, et ce qui va être bien, c'est que je ne vous l'ai pas montré non plus, je vais pouvoir aussi chercher un composant. Donc par exemple, j'ai besoin d'un bouton, hop, je vais chercher bouton, et là je vais me retrouver avec tous mes boutons. Et je vais pouvoir explorer comme ça le code, enfin en tout cas les composants, et normalement il y a un onglet code que je n'arrive pas à ouvrir, qui va nous permettre de visualiser le code utilisé pour afficher ces boutons. Voilà, donc c'est tout pour la démo. Ça, c'est mes notes. Pardon. Je vais les glisser là. Voilà. En revenant sur le slide. Hop. Donc maintenant, je vais vous parler d'API Platform Admin. Alors, est-ce que tout le monde connaît API Platform Admin? Ou ouais, qui connaît API Platform Admin? Ouais, ok. Donc API Platform Admin, en fait, c'est une surcouche enfin, ça utilise React Admin en tout cas, et ça va permettre de créer des applications rapidement en lisant la documentation générée par API Platform. Donc si je reviens un petit peu ici, alors j'espère juste que ça va marcher, je prends vraiment beaucoup de risques dans cette démo. Voilà, ici, ça c'est normalement l'admin. Donc elle marche, ouh. Donc voilà, c'est l'API, l'interface d'administration qui a été générée toute seule par API Platform Admin. Moi, j'ai rien fait, en fait, j'ai juste bootstrappé le composant qui va bien, qui est API Platform Admin, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu donc, la doc d'API Platform, et puis il s'est dit, il a deviné en fait ce qu'il devait créer. Donc voilà, ici, je vais pouvoir ajouter une tâche, etc. Mais bon, je ne vais pas vous montrer, on n'a plus trop le temps, finalement. Voilà, donc, je reviens sur le slideshow. Hop, je le remets en plein écran. Voilà. Donc bon, ça on a vu. Voilà. Et donc comme je disais, API Platform est un outil qui utilise React Admin. Donc il y a un framework open source édité par Marmelab et qui permet de créer des applications d'administration assez rapidement, en low code. Voilà, donc pourquoi est-ce que je vous parle de React Admin et tout ça, d'API Platform Admin, alors qu'on parlait de Storybook juste avant? C'est parce que je fais partie de la core team React Admin, et en fait j'ai voulu explorer, j'ai voulu un peu voir comment fonctionnait API Platform Admin, pour voir ses fonctionnalités. Le problème, c'est que je me suis retrouvé avec quelques erreurs, et j'ai pas réussi à débugger facilement API Platform Admin. Donc j'ai passé pas mal de temps à débugger les erreurs. Donc j'en ai parlé. En fait, j'ai trouvé l'ADX un tantinet compliqué pour mettre en place un projet, pour développer le projet API Platform Admin. Alors, c'est absolument pas une critique, c'est juste que pour moi, c'était un peu complexe. Et donc, j'ai fait le parallèle avec comment on développait sur React Admin, comment on utilisait Storybook. Et on s'est dit, avec la core team de React Admin, pourquoi pas contribuer à API Platform Admin et mettre en place un Storybook. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un env de dev avec des stories qui est testable facilement, qui est pluggable à API Platform Admin. Et voilà, donc à coup de Storybook, comme je vous l'ai expliqué, de Docker, on a fait du Docker, et de CI. Donc on teste vraiment qu'API Platform Admin fonctionne bien avec React Admin, et même avec API Platform d'ailleurs. On valide tout ça, et on a réussi à mettre un environnement de test assez robuste. Et si ça vous intéresse de savoir comment on a fait, il y a une paire qui est dispo, c'est la 541 là, sur le dépôt API Platform Admin. Voilà, donc pour conclure. Alors, comme on l'a vu, Storybook, c'est un outil puissant et qui permet de développer des composants de manière isolée avec tous les avantages que cette manière de développer implique. Il permet de gagner du temps en facilitant la maintenance et la réutilisation des composants. Il permet aussi de faciliter la collaboration entre les développeurs, front et back, et même des designers. De plus, il est possible d'ajouter des add-ons pour étendre les possibilités de Storybook. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a plein d'add-ons en fait, dispo sur le site de Storybook. Voilà, donc en mettant Storybook en place sur API Platform Admin, on est passé de la nécessité d'avoir un projet existant, d'associer sa propre version d'API Platform Admin et de lier le projet avec Yarlink. Donc tout est décrit dans le contributing MD du projet API Platform Admin, à
on est passé de ça à un Docker Compose Up, en fait, grâce à Storybook. Et ce simple Docker Compose Up nous permet de lancer toute l'appli Storybook, de voir toutes les variations, de vérifier que AP Platform Admin passe bien les bonnes props à React Admin, et que ça marche bien ensemble, quoi. Donc voilà. Et en plus, cet été, on avait sorti la version 5 de React Admin, et on en a profité pour mettre à jour, grâce à Storybook, grâce à l'environnement de dev qui était là, pour mettre à jour AP Platform Admin. Donc maintenant, AP Platform Admin est en V4. Et contient AP Platform, React Admin V5. Voilà, je vais y arriver. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je voulais juste dire que le GitHub de To-Do List, là, il est accessible via ce QR code si vous avez besoin. Voilà.